Cette séance sera consacrée au système de gestion de fichiers. On va commencer par une introduction concernant le système de gestion de fichiers. Après ça, on va parler de la notion des fichiers, les modes d'accès des systèmes de gestion de fichiers, la gestion de l'espace disque et la gestion de l'espace libre. Par la suite, on va passer au répertoire et leur représentation. Dans la partie suivante, on va voir la notion des fichiers, la structure d'un répertoire et les partitions sous Linux. Alors que la dernière partie soit réservée aux opérations sur les fichiers, les répertoires, les liens symboliques et les partitions par l'utilisation des primitives définies dans les langages de programmation. Comme un petit rappel, ce qu'on a déjà vu dans le chapitre des processus, les processus s'exécutent sur le processeur, donc il fallait avoir un gestionnaire de processus qui permet de faire l'allocation et le partage des temps entre les différents processus. Il faudrait que ces processus soient présents aussi au niveau de la mémoire. Donc, donc ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, la mémoire permet de stocker des informations. Sauf que la caractéristique de la mémoire qui est volatile, c'est-à-dire que lorsque nous arrêtons notre machine, toutes ces informations sont disparues. À l'inverse, au niveau des périphériques de stockage, nous avons la possibilité de garder les informations au-delà de l'arrêt de la machine. Et nous pouvons toujours les retrouver grâce à la notion de fichier, qui est l'unité de conservation sur les périphériques de stockage. C'est pour cette raison qu'on voit en dernier lieu cette gestion de fichiers qui nous permet de comprendre comment le système d'exploitation arrive à gérer le fichier. C'est bien sûr par un système de gestion de fichiers qui prend la charge de gérer les fichiers et d'offrir les primitives pour manipuler des fichiers. Donc, à travers ce chapitre, on va voir la notion de fichier logique. Pourquoi? Parce que le fichier, c'est une ressource logique qui contient un ensemble d'informations en relation entre elles qui est enregistré sur des périphériques de stockage. Grâce à des mécanismes réalisant la correspondance entre les fichiers et les dispositifs physiques. On veut dire que le système de fichiers, c'est un peu la partie visible des systèmes d'exploitation par rapport au processus de la mémoire, parce qu'au niveau des fichiers, c'est l'élément de contact entre le système d'exploitation et l'utilisateur, c'est-à-dire la vision de l'utilisateur d'un ensemble de données défini avec un type de données standard comme la création, l'ouverture et la suppression par un langage de programmation. Aussi, l'ensemble de données regroupées sous forme d'un enregistrement indiqué par un nom et des modes d'accès. Au niveau physique, on va se retrouver automatiquement au niveau des périphériques de stockage, c'est-à-dire un fichier physique, c'est la vision de, ou la notion de répartition de l'information sur un support physique comme le disque par la gestion des blocs physiques et la manipulation de l'espace libre. Maintenant, on peut voir les modes d'accès, c'est-à-dire comment on accède aux fichiers. Parmi les accès le plus simple, c'est l'accès séquentiel. Lorsqu'on va ouvrir un fichier, automatiquement, le système de gestion de fichiers va positionner un pointeur sur la première information de notre fichier qui se trouve sur des périphériques de stockage. C'est grâce à sa table de liaison qui fait le lien entre le fichier physique et le fichier logique. Par la suite, quand on demande à lire une quantité d'informations, il va positionner le pointeur à la dernière information qui a été lue. Donc l'information dans le fichier est
traiter en mode séquentiel un enregistrement après l'autre. Cette méthode est souvent utilisée par les éditeurs de texte et les compilateurs. Donc là aussi un pointeur qui permet d'indiquer la fin du fichier pour qu'on puisse rajouter automatiquement l'information au niveau de la fin de notre fichier. On n'utilise pas toujours l'accès séquentiel dans les fichiers, mais parfois pour des raisons pratiques, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle le mode d'accès direct. Le système de gestion de fichiers doit offrir un mécanisme qui permet de lire, écrire et détruire un fichier. Donc la position maintenant, ce n'est pas comme le mode d'accès séquentiel. C'est tout à fait différent. Donc le mode d'accès direct nous permet de spécifier la position au niveau de l'espace de stockage et d'accéder directement à un enregistrement. La taille d'un fichier peut être réservée à sa création et comme nous voyons dans ce schéma qui contient des blocs remplis et vides de longueur fixe. On peut accéder directement au bloc 5 sans que les précédents ont été remplis au préalable. On va voir maintenant le mode indexé qui permet d'accéder directement à un enregistrement, quelle que soit sa position dans le fichier. L'accès se fait par rapport à un ensemble de clés ordonnées. Donc la relation entre clé et article établie au moyen d'une table d'index. Donc le fichier physique nécessite un espace sur le disque et là on est obligé d'avoir une ID sur le disque. En général, le disque c'est une surface qui comporte un ensemble de pistes. Donc ces pistes comme étant des cercles concentriques. Sur chaque cercle, il y a ce qu'on appelle une piste. Et chaque portion de cercle s'appelle un secteur. C'est-à-dire sur la plus petite information accessible au niveau des disques. Et comme vous voyez ici, l'intersection entre secteur et piste et un bloc. Donc l'empilement d'un ensemble de pistes forme bien sûr un cylindre. Donc maintenant on va définir d'une manière générale un fichier physique qui correspond à l'implémentation sur le support de masse de l'unité de conservation fichier. Alors, le besoin de stocker l'information sur notre disque, ça nécessite de définir des structures au niveau des disques pour pouvoir gérer cet espace de stockage. En général, on parle de la notion de secteur. Se trouve au niveau des disques qui a la capacité de transférer l'information par bloc. Ici, on donne un exemple plus simple qui montre l'existence de deux secteurs dans un bloc. En général, un secteur contient 512 octets, c'est-à-dire c'est la plus petite unité accessible physiquement sur le disque. Et pour optimiser des opérations de lecture et d'écriture, les secteurs sont regroupés en blocs. Là, on va terminer avec cette définition qui consiste à dire que le fichier physique, c'est un ensemble de blocs physiques qui se trouve sur l'espace de stockage. Donc la question qui se pose, comment on va gérer cet espace? Il existe plusieurs méthodes d'allocation des blocs physiques, l'allocation contiguë, l'allocation par bloc chaîné et l'allocation indexée. Donc, on va commencer par l'allocation contiguë qui consiste à allouer un espace contigu sur le disque pour un fichier. Ici, on va donner un exemple qui montre cette situation. Nous avons deux fichiers, fichier 1 et fichier 2. Le premier fichier avec trois blocs et le deuxième fichier occupe 5 blocs.
Donc, automatiquement, chaque fichier est spécifié par une adresse vers le premier bloc du fichier pour garder l'espace occupé. Donc, le problème qui se pose au niveau des fichiers, c'est qu'initialement, les fichiers ne sont pas tous créés dans le système d'exploitation. Comme nous voyons ici un nouveau fichier, fichier 3 qui apparaît ici, comprend 4 blocs alloués dans l'espace libre. Après, si on veut allouer un autre fichier, fichier 4, avec 6 blocs, donc automatiquement on cherche à trouver des espaces suffisants à cette nouvelle allocation, ce qu'on appelle dans la littérature la fragmentation. Cependant, il y a une nouvelle extension de fichier que nous ne pouvons pas réaliser cette opération parce que nous avons des espaces libres dispersés. La seule possibilité pour assurer cette allocation est de rassembler tous les blocs libres d'un côté et les blocs occupés d'un autre côté, ce qu'on appelle la notion de compactage. Passons maintenant à l'allocation par bloc Shinny qui représente l'exemple de la liste au niveau des structures de données. Donc, un fichier est constitué comme une liste Shinny de blocs physiques qui sont dispersés n'importe où sur le support d'OMAS. Parmi les avantages de cette allocation, la simplicité de l'extension des fichiers, il suffit d'allouer un nouveau bloc et le Shinny au dernier. Aussi, il n'y a pas de fragmentation que nous avons déjà trouvé dans l'allocation contigue. On a ici deux problèmes pour l'allocation par bloc Shinny. Le premier problème, c'est que le seul mode d'accès utilisable est le mode d'accès séquentiel, ce qui n'est pas possible pour une application qui veut avoir l'accès direct. Pour le deuxième problème, on remarque que chaque bloc est Shinny avec le suivant. Ça veut dire que si on va ajouter un autre fichier avec un certain nombre d'octets, donc on est obligé de réserver ces octets pour les besoins de chaînage, ce qui n'est pas possible de réaliser le chaînage entre les blocs de fichiers. Ça veut dire que la perte de chaînage, ce qui entraîne la perte de tout le reste du fichier. Donc l'allocation indexée arrive pour résoudre les deux inconvénients de la méthode d'allocation Shinny. Dans cette méthode, toutes les adresses des blocs physiques composant un fichier sont rangées dans une table qui s'appelle index, elle-même contenue dans un ou plusieurs blocs disques. Ici, le bloc d'index représente le fichier. La table d'index va contenir des entrées et chaque entrée permettra effectivement de localiser le bloc dans le disque. Dans cette solution, l'accès direct est toujours possible grâce à cette technique qui nous permet d'avoir le bloc d'index. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est la perte de place dans le bloc d'index. Le système de gestion de fichiers gère aussi l'espace libre, c'est-à-dire l'espace vide que l'on peut utiliser lors de l'allocation d'un fichier. Donc, le système de gestion de fichiers doit maintenir à tout moment quel est l'espace libre qui reste au niveau du disque pour à chaque demande d'allocation. Le système d'exploitation utilise deux approches pour mémoriser l'espace libre. Une approche statique utilise une table de bits. Les blocs des disques sont spécifiés par des bits, c'est-à-dire la valeur 1 représente le bloc occupé et 0 pour le bloc libre. Et l'approche dynamique utilise une liste Shinny représentée par des blocs libres avec des numéros. Donc, ces blocs libres sont dispersés, ce qui nécessite le parcours d'une grande partie de la liste Shinny. Un autre inconvénient, c'est que difficile de trouver des blocs libres. Le système de gestion de fichiers fait la correspondance entre les fichiers logiques et les fichiers physiques.
par l'aspect d'une table qui s'appelle un répertoire. Donc un répertoire, c'est une table sur le support qui sert à maintenir tous les fichiers avec un nom et des caractéristiques principales. Le répertoire stocke pour chaque fichier une adresse, disons, de données allouée au fichier. C'est uniquement le système d'exploitation qui a le droit d'écrire un répertoire dans le disque dur. Ce répertoire comprend un certain nombre d'entrées. Voici l'entrée du répertoire qui permet d'indiquer toutes les informations liées au fichier, comme le nom des fichiers, la date de création, le propriétaire, l'espace occupé par le fichier. Et la dernière comporte la structure des descripteurs de fichiers qui permet de fixer les zones attribuées par le système de fichiers. Donc, au niveau de répertoire, la solution que vous connaissez actuellement n'est pas venue au hasard. Au départ, il y a un seul répertoire, pose un problème d'avoir une collision entre plusieurs utilisateurs. Et pour résoudre ce problème, la solution est de passer à un deuxième niveau, ce qu'on appelle un répertoire racine. Ensuite, on trouve les répertoires des utilisateurs. Chaque utilisateur peut créer des sous-répertoires à l'intérieur de son répertoire de travail. C'est comme ça que l'on peut généraliser l'information pour avoir une structure arborescente. Passons à l'exemple des fichiers Linux. Pour assurer le stockage de l'information sous Linux, il a défini la notion de fichier que l'on peut identifier par un nom. Le système Linux utilise l'allocation indexée. Il a défini aussi une structure qui permet d'identifier l'espace de stockage au niveau de la table des fichiers, ce qu'on appelle dans la terminologie Unix inode. Tout fichier est constitué d'un inode contenant les informations relatives au fichier et d'un certain nombre de blocs de données contenant les données utilisateurs stockées dans le fichier. Un bloc est identifié par un numéro codé sur 4 octets. Comme nous avons déjà vu, la taille d'un bloc a multiplié deux fois de la taille d'un secteur. inode est une structure stockée sur le disque allouée à la création des fichiers et repérée par un numéro qui contient les attributs des fichiers comme le nom, le type, les droits d'accès, la taille en octets et la table des adresses des blocs de données. Alors, la structure physique des fichiers sous Linux, c'est une structure qui est composée de 15 entrées. Comme nous avons vu qu'il existe différents types de fichiers, nous pouvons avoir des fichiers de taille réduite et d'autres fichiers avec de grandes tailles. Donc, les concepteurs de Linux ont pensé à cette situation pour les différentes tailles des fichiers avec des solutions plus adaptées à nos besoins. Alors, dans la structure inode comprend 15 entrées. Les 12 premières entrées de 1 jusqu'à 12 décrètent des blocs d'accès direct. Pour un bloc égal 1024 octets, c'est-à-dire un kilo-octet. 12 blocs égale 12 kilo-octets. Les autres entrées restantes pointent sur des blocs d'index, c'est-à-dire ils utilisent l'adressage indirect. Donc pour le nombre d'un bloc d'index, on va calculer la taille bloc sur la taille numéro de bloc qui est égale 1024 sur 4, c'est-à-dire 256 entrées dans le bloc d'index. Pour la première indirection, nous avons 256 kilo-octets. Pour la deuxième indirection, nous avons 256 à la puissance 2 kilo-octets. Et pour la troisième indirection, nous avons 256 à la puissance 3 kilo-octets. Dans cet exemple, nous avons un fichier
de 532 kilooctets, c'est-à-dire 532 blocs. Pour cette allocation, nous avons 12 blocs en accès direct et 256 blocs de données pointés par le bloc d'index de la première indirection. Pour calculer les blocs restants, on va soustraire 532 de 12 et 256, c'est-à-dire 264 blocs. Donc 264 blocs sont pointés à partir du bloc d'index de la deuxième indirection. Donc le système Linux offre une indexation même pour des fichiers de très grande taille grâce à cette solution effective qui permet de passer à des niveaux d'indexation du premier niveau jusqu'à le troisième niveau.